Bonjour à tous et bienvenue sur le tout premier épisode du podcast Corichou. Je m'appelle Arnaud Lafeille, je suis le cofondateur de Chimo Digital et aujourd'hui nous allons accueillir un invité de taille puisqu'il s'agit de Xavier Brochard qui a passé plus de 14 ans en Chine et qui va nous parler de toute son expérience autour du marketing digital. Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, nous tenons sincèrement à nous excuser, on a eu un petit bug au niveau du son, néanmoins on a décidé de vous laisser l'entièreté de l'interview parce que le fond est très intéressant, donc on s'excuse par avance et je vous laisse tout de suite avec Xavier Brochard. Salut Xavier, comment vas-tu ? Hello Arnaud, merci pour l'invitation, un grand plaisir d'être avec toi ici pour ce premier épisode. Honoré. Bah écoute, c'est moi qui suis honoré, ravi de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Alors Xavier, comment est-ce que tu peux te présenter ? Quelles sont tes passions ? Qu'est-ce qui te motive au quotidien ? Qui est Xavier Brochard ? Alors, pour me présenter très rapidement, je m'appelle Xavier, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je fais plusieurs choses en fait. Je suis un peu un slasher. Une de mes premières activités, c'est d'être consultant en marketing digital. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de marketing digital à l'issue de mes études. D'abord chez le client, ensuite en agence. Avec une particularité, c'est de faire ça dans le monde de la santé, notamment pour des sociétés pharmaceutiques. Et au fur et à mesure, en passant à travers différentes agences, j'ai vu que ça pouvait être un métier qui était assez, challenging, qui pouvait être très exigeant, en fait, avec les différentes équipes. Donc, je formais des équipes tout en travaillant en même temps. Et un jour, j'ai fait une rencontre qui m'a permis, en fait, de pouvoir partager mes connaissances dans un contexte un petit peu plus formel, c'est-à-dire de venir donner cours. Et c'est quelque chose auquel j'ai pris goût depuis et donc qui est aujourd'hui devenu une de mes principales activités. Donc toujours consultant, à un tiers, à la moitié du temps. Et puis après le reste du temps, j'enseigne beaucoup dans différents établissements, dont les FAP, dont les SCA, dont d'autres écoles de commerce et de communication. Et c'est surtout pour partager en fait une passion, parce que le marketing digital est devenu une passion, littéralement, une fascination de pouvoir aussi utiliser. Moi, j'ai commencé à avoir Internet à l'adolescence et je me suis rendu compte de la puissance de pouvoir discuter en direct avec des gens du bout du monde, alors que l'année d'avant, t'es collé devant ta télé et tu faisais pas grand-chose de ta vie. Et j'ai toujours gardé cette espèce de fascination et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de continuer à partager cette fascination avec toutes les personnes que je rencontre, mes étudiants, des clients et d'autres personnes avec qui on peut discuter de tout ça. C'est clair. Et puis, on est ravis de ta belle mission et justement, que tu puisses nous partager tout ça aujourd'hui. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et comme je le disais en introduction, tu as passé 14 ans en Chine. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'écosystème digital chinois quand tu as mis les pieds la première fois en Chine? Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors, c'est intéressant parce que la première fois que je suis arrivé en Chine, je suis arrivé comme étudiant, j'avais 20 ans. J'arrivais pour un échange qui était prévu de 3 années à Shanghai et on arrivait avec des vieux téléphones. Et en fait, je suis arrivé avec mon vieux téléphone français, un Nokia 3210. Je te rends compte qu'il fonctionne pas en Chine, donc il fallait acheter un téléphone sur lequel tu tapes du chinois. Alors j'étais très content parce que c'était un moyen d'apprendre le chinois. On envoyait des SMS, on trouvait des copains ou des copines chinoises et s'envoyer des SMS, ça faisait 140 caractères. On se rendait compte que c'était la taille d'une rédaction qu'il fallait écrire le lundi matin parce que ma première année j'ai fait que du chinois et c'était assez intéressant parce que moi quelque chose qui m'avait vraiment surpris, c'est que la plupart des personnes autour de moi en Chine, quel que soit leur âge, étaient vraiment l'impression d'être des geeks très intéressés par la nouvelle technologie. Je venais en 2002 en France où on commençait à peine à utiliser des appareils numériques, des appareils photo numériques. C'était quelque chose d'extraordinaire, mais beaucoup de personnes disaient ah oui, mais oula, il y a cette espèce de méfiance que t'avais absolument pas en fait en Chine. Donc j'ai fait passer mes premières années en Chine comme ça, 2002 à 2005. Je suis rentré ensuite en France en 2008 après mon VIE et retour en Chine. Je reviens en Chine en fait avec ma femme. On a eu l'occasion de redéménager en 2012 à Shanghai. Et là à Shanghai, je me prends une baffe parce que je quitte la Chine en 2008. 2008, c'est un an après la sortie de l'iPhone. Pendant 4 ans, je vais pas du tout en Chine et je retourne en Chine en 2012. Et là, je vois un pays tout le monde a un smartphone. Tout le monde a un smartphone. Alors c'est assez sympathique parce que tu vois, pour écrire le chinois, c'est des choses qui sont beaucoup plus pratiques que taper sur les touches d'un vieux téléphone portable. Et un an après, des collègues chez Publicis me disent il faut que tu télécharges ce petit logiciel, cette application qui s'appelle WeChat.
Donc je télécharge WeChat sans savoir que ça allait littéralement ça peut changer une vie WeChat, parce que WeChat aujourd'hui en Chine c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs, c'est ton couteau suisse digital, toutes tes conversations, tous tes paiements, tout passe par WeChat constamment. Et aujourd'hui, comme je vis en France mais je continue à aller régulièrement en Chine, ça me permet de garder contact. Tu vois. J'ai quitté la Chine en 2008. Je suis parti avec une boîte à chaussures entière de cartes de visite que j'ai encore aujourd'hui, que je garde. D'accord. Des cartes de visite qui ne servent plus à rien et que tu n'as jamais eu le temps ni de scanner. Alors, à l'époque, en 2 minutes, on scannait même pas, mais il fallait tout rentrer dans un fichier Excel et tu prenais des plombes. Et là, j'ai quitté la Chine en 2019 pour rentrer avec la famille en France. Et j'ai simplement gardé mes contacts WeChat. Et quand je retourne en Chine, tous les contacts sont littéralement au bout du doigt et en fait on garde contact directement et ça c'est vraiment quelque chose qui a changé. Et juste pour terminer là-dessus, ce qui est vraiment marrant, c'est que en retournant en Chine en 2012, de 2012 à 2019, j'ai vu le monde digital chinois exploser, tout simplement, et c'est marrant. Aujourd'hui, on a une Chine ultra digitalisée qui n'utilise quasiment plus d'ordinateur. Tout se fait par des ordinateurs par des téléphones portables et c'est juste fascinant. Voilà. Et tu as des exemples justement un peu de la vie commune? Donc on parlait de WeChat effectivement qui est vraiment un pilier en Chine. Est-ce que tu as des exemples un peu de la vie quotidienne pour son utilisation là-bas? Alors typiquement WeChat, tu vas l'utiliser du matin au soir. Le matin, tu l'allumes, tu regardes si tu as reçu des messages dans la nuit, si jamais tu as de la famille ou des clients dans un autre pays sur des fuseaux horaires différents. Tu regardes aussi ce que les gens ont posté sur leur mur. C'est intéressant parce que le mur de WeChat, c'est pas du tout le fil d'actualité qu'on peut avoir sur Facebook ou sur Instagram qui est rempli de pubs. Il y a très peu de publicité, ce qui fait que lorsque tu vas sur le mur de ton WeChat, il s'est rempli de posts faits par tes vrais contacts à toi. À 98%, t'as peut-être 2% de pubs. C'est vraiment à la marge. Et ce qui fait que, en fait, quand t'es un utilisateur de WeChat normal, sur ton fil d'actualité, c'est que de l'actualité de gens que t'es censé connaître, puisque c'est des gens que t'as ajoutés. Donc c'est ultra intéressant. C'est ultra intéressant. Donc le matin, tu te lèves, tu consultes ton fil d'actualité, si t'as reçu des messages. Ensuite, tu pars au boulot. Si tu prends un taxi, tu loues un vélo dans la rue, ou même si tu prends simplement le métro ou le bus, en fait, ton moyen de paiement, ça va être WeChat. Ta carte Navigo, ton pass de bus, c'est WeChat. Et ensuite, tu arrives au bureau, mais tu as déjà commencé les conversations, donc tu reprends un petit peu. Si tu prends ton ordinateur, tu mets WeChat sur ton ordinateur, parce que c'est un peu comme WhatsApp pour ordinateur, donc et la conversation elle continue. Après, ce qui est fascinant, c'est qu'on reçoit plus d'emails. Il n'y a plus d'emails en fait en Chine. On a que des messages et tout passe en messagerie instantanée. Et alors, c'est une façon de fonctionner qui est assez différente. Puisque ça demande quand même de la réactivité, de l'immédiateté. Parfois, ça va peut-être même un peu trop vite, mais sinon, ça peut être assez grisant aussi, puisqu'on a l'impression de faire des choses, d'aller assez rapidement tout ce qu'on fait, quoi. Donc, conversation, paiement, ça c'est vraiment les deux choses pour moi les plus importantes avec WeChat. Ok, super. Et puis donc WeChat, comme super app, il y a aussi pas mal d'autres applications qui émergent en Chine. Par exemple, on va parler de Douyin ou TikTok. TikTok, ouais. Douyin qu'on a vu apparaître si je me trompe pas, que je dise pas de bêtises, en 2016 est sorti Douyin. Ça a vraiment commencé à décoller en 2018 en Chine, à un moment où ils ont fait l'internationalisation avec TikTok, parce que c'était leur rachat de Musical.ly. Et là, c'est assez intéressant parce que on le voyait déjà dans les comportements, que simplement en prenant le métro à Shanghai dans les années 2012 à 2016, tu vois que la plupart des gens ont la tête baissée en fait. Et donc il y a même une expression consacrée en Chine, on appelle ça le peuple à la tête baissée, parce que tout le monde est comme ça, avec regarder son téléphone portable. Et alors ça faisait rire tout le monde parce que d'un point de vue anthropologique, on dit c'est bizarre. En fait, on prend le métro en France ou n'importe où dans le monde en 2024, c'est exactement pareil. Tout le monde regarde son téléphone de la même façon, ce qu'on a vu en Chine 10 ans auparavant. Donc ça, c'est ça fait partie de ces choses-là. Alors, après, Douyin, c'est intéressant parce que ça a apporté en fait un nouvel usage du téléphone portable, de la vidéo évidemment, format vertical, format court, et dans lesquels en fait on peut faire passer beaucoup d'informations. On dit toujours qu'une image vaut 1000 mots, mais alors dans une vidéo, on peut faire 1000 images. Donc en fait, en termes de vidéo, la vidéo, elle a vraiment décollé, je pense, avec
Douyin. Surtout que c'était le format vertical qui est aussi le format un peu par défaut lorsque nous-mêmes on prend une vidéo avec son smartphone en fait. Et donc on s'est rendu compte qu'on pouvait tourner sa propre vidéo, la mettre en ligne très rapidement. Et là où ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en Chine en fait, on voit beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas peur de créer du contenu en fait. Et nous on peut se poser des questions, est-ce que je serais pertinent, etc. En Chine, c'est non, vas-y, appuie sur le bouton rouge, tu fais. Et, et c'est soit en plus en mode selfie, soit en mode je filme. Et c'est marrant parce qu'en fait, au même moment, on voyait qu'Instagram commence à arriver avec les stories. Et on tient peut-être quelque chose. Alors, on voyait qu'Instagram, c'était encore assez, les débuts étaient un peu timides des stories. Et alors qu'en Chine, ça explosait déjà, quoi. Donc ça, c'est comme ça qu'on a vu arriver Douyin, TikTok chez nous. Justement, la transition est parfaite, j'ai envie de dire. Puisque tu disais tout à l'heure que la Chine avait des années d'avance. Effectivement, on a vu TikTok avec le peuple à la tête baissée, comme tu disais, dans les métros de Shanghai, qu'on voit maintenant, par exemple, dans la grande ville française ou encore ou dans d'autres pays. Quelle différence est-ce que, puisque du coup aujourd'hui tu voyages beaucoup donc entre la Chine et la France, quelle différence est-ce que tu vois entre justement tout ce qui l'avance chinoise, si je puis dire, et nous aujourd'hui en France? Alors il y a une avance, c'est marrant parce qu'on peut mettre un petit peu de nuance aussi. Moi, j'étais très content de vivre en Chine et puis même je suis très content d'y retourner parce que pour voir un peu, essayer d'observer cette avance. Il y a une avance manifeste sur l'usage du téléphone portable comme littéralement l'extension du cerveau, l'extension plus qu'une extension du bras pour envoyer des messages, etc. Après, il fait que aussi en ce moment économiquement, c'est un petit peu compliqué en Chine. Il y a peut-être aussi un peu une fatigue parce qu'en fait, le problème avec le digital, c'est que tous à un moment, quand on travaille dedans ou quand on utilise simplement beaucoup les moyens digitaux, on peut avoir une fatigue digitale. Là, sur mes derniers voyages, on se rend compte qu'on atteint un certain plateau. Alors un plateau dans l'usage parce qu'on a des usages qui sont extrêmement étendus en Chine, mais parfois c'est presque limite un peu trop et des fois on se dit si j'avais pas mon téléphone portable, en vrai je fais pas grand chose quoi. Donc non, la Chine a de l'avance sur plein de choses. Moi des choses qui me fascinent, c'est qu'on peut être dans un hôpital, son dossier patient est sur son téléphone portable, en plus du moyen de paiement dont on a déjà parlé et des moyens de communication. Dans certaines villes, ça sert carrément de carte d'identité aussi. Donc et ensuite ça va pas l'air, mais smartphone c'est une petite machine qui est tellement intelligente en fait. On peut faire beaucoup de choses avec en termes de création de contenu, en interaction. Et moi c'est un peu ces usages-là qui me fascinent encore un petit peu aussi. Moi j'aime beaucoup les applications où on a de la géolocalisation en fait à l'intérieur. Alors évidemment d'un point de vue données, ça peut poser problème parce qu'on se dit est-ce qu'on est traqué ou pas, etc. C'est ce que je conseille à beaucoup de monde, c'est de tester avant de commencer à critiquer. Pourquoi ? Parce que parfois on en tire certains avantages. Alors ça peut être la géolocalisation, des services classiques pour faire de la livraison, ou bien pour se diriger dans une ville. Il y avait des usages que j'adorais, par exemple, c'était sur le Google Maps chinois, donc Baidu, Baidu Maps. Alors pendant les vacances chinoises, on a beaucoup de Chinois qui voyagent, et donc dans une ville comme Shanghai, qui est une ville très touristique, qui fait une vingtaine de millions d'habitants, tu te retrouves facilement avec 2-3 millions de personnes en plus qui viennent visiter la ville. Et donc il y a des endroits où il faut pas forcément aller parce que tu sais que ça va être très fréquenté. Et en fait, Baidu, la carte de Baidu, en fait, t'indique en temps réel le nombre de personnes qu'il y a. En fait. Et donc, tu as une espèce de heat map, donc une carte de chaleur. Et là, c'est non, ces carrefours-là, faut vraiment pas y aller. On s'imagine que pour la sécurité chinoise, ils s'en servent aussi pour diriger les flux de personnes, parce que tu te retrouves soudainement avec 2 millions de personnes dans une avenue. Quand même 2 millions de personnes à gérer en fait, donc ça fait et et là c'est des petits usages en fait que tu voyais, tu dis waouh, ça serait peut-être bien si parfois on pouvait on se retrouve rarement avec 2 millions de personnes dans quoi, on aimerait bien gagner la Coupe du Monde plus souvent, mais non, mais c'est des petits usages comme ça où on se rend compte que il y a une particularité vraiment en Chine, c'est que les applications essayent d'utiliser au maximum en fait les différents composants du smartphone et des composants, les différents capteurs. Donc je sais pas, ça peut être le capteur du GPS, le capteur du nord magnétique, etc., etc. Et cette conjonction, cette complémentarité de capteurs, souvent dans les applications chinoises, on essaye d'en faire une très très bonne expérience. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine toujours en fait, à observer. J'imagine. C'est un univers de possibilités énormes. Exactement. C'est clair.
Ok, bah, très bien. Et si on revient un peu en France, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu vois l'avenir du digital ici en France? Comment est-ce que tu vois déjà le digital aujourd'hui en l'état et quel avenir tu veux? Moi, j'ai un avis assez particulier parce que en ayant la chance d'enseigner à beaucoup de jeunes en fait, moi l'avenir du digital, j'ai l'impression de le voir tous les jours en fait en classe avec des usages que je découvre avec mes étudiants. Bon, je suis un peu vieux, hein, je vais avoir 43 ans bientôt, j'ai quasiment je suis 2 fois plus âgé que mes étudiants et c'est assez fascinant. C'est aussi pour ça que j'adore donner cours parce que moi, ils m'apportent beaucoup sans le savoir sur leur façon d'utiliser leur téléphone portable parce que eux, ils ont découvert un truc, ils se le partagent entre eux très facilement. Quand on est jeune, quand on a entre 15 et 25 ans, qu'on est encore dans les études, et tous les jours au quotidien, on rencontre ses camarades de classe, on échange beaucoup plus que dans une vie professionnelle qui deviendra un peu normée. Et c'est assez intéressant parce que moi, je vois en fait tous ces nouveaux usages qui sont en train de débarquer, qui pour la jeunesse semblent assez naturels, et des gens de ma génération déjà un peu moins naturels. Et des fois, je repense à mes parents, moi, ça me fait un peu ils ont découvert littéralement l'ordinateur à 40 ans en fait. Ouais. Donc c'est assez moi comment je le vois en fait l'avenir du digital ici, c'est simplement voir quels vont être les nouveaux usages parmi les jeunes. Et les nouveaux usages en fait parmi les jeunes, c'est assez intéressant. Peut-être une prédiction un peu folle que je fais, mais je pense qu'on va commencer à utiliser moins le téléphone portable. D'accord. On va commencer à utiliser moins le téléphone portable puisqu'on va utiliser un petit peu plus Internet, peut-être un peu plus les objets connectés, un peu plus des interfaces différentes. C'est-à-dire que ta vie digitale va passer moins par ton écran, mais passer plus peut-être. Alors, on peut parler de l'Apple Watch ou bien de toutes les montres connectées. On peut parler de tous les gadgets qu'on peut avoir. Comme Alexa, Siri. Si en fait, quand tu vas monter dans ta voiture, tu mets encore, tu branches encore ton téléphone pour avoir CarPlay, mais bientôt CarPlay sera directement intégré dans ta voiture. Donc littéralement, tu utilises plus ton téléphone, mais tu continues à utiliser Internet. Et moi, je sais pas si c'est une prédiction, mais ce qui me semble, c'est que on va continuer à être digitalisé, mais on va moins voir cette digitalisation par le temps d'écran, mais plus la voir par les objets connectés. Et c'est quelque chose qui me semble, tu le vois en Chine, hein, les étudiants que j'ai vus en Chine encore il y a 3 semaines, qui t'expliquent qu'ils rentrent chez eux et qu'ils ouvrent leurs portes avec leur empreinte digitale ou avec simplement la reconnaissance, la reconnaissance visuelle d'un objet qui lui est connecté à Internet, donc qui arrive à là, c'est typiquement ce genre d'usage qui sont en train d'arriver. Quand on passe du temps sur son Thermomix qui est connecté à Internet, t'es sur Internet quelque part, mais t'es pas sur ton téléphone. Je comprends. D'accord. C'est ça. Et non, très bien, très intéressant. Ouais. Quand on est une entreprise et quand on est une entreprise française, du coup, comment est-ce que on peut déjà se positionner, déjà se mettre à ces nouveaux usages, déjà sur une sorte de base, et comment est-ce que du coup on se projette sur cet avenir-là? Alors, quand on est une entreprise aujourd'hui en France, il y a toujours quelque chose en fait qui est extrêmement important, c'est de rencontrer ses utilisateurs en fait, rencontrer ses clients, rencontrer ses prospects, essayer de se mettre à leur place, faire l'exercice d'empathie. Hein, c'est un exercice qu'on enseigne en marketing digital et en transformation digitale. Et cet exercice, c'est en se mettant à la place d'un client potentiel ou d'un client existant déjà, quelles sont ses attentes et en termes de digital, est-ce que lui, il s'imagine pouvoir faire plus avec le produit ou faire moins ou mieux, etc. Et donc ça, c'est un peu la mission, en fait, je pense, pour toutes les entreprises en France, c'est de se dire, si je me mets à la place de mon client, qu'est-ce qu'il attendrait de moi? Un exemple tout bête, moi, mon entreprise de plomberie qui vient faire la révision de ma chaudière, c'est pas sexy, hein. Et pourtant, c'est quelque chose de réel, en fait. Alors, t'avais des vieux plombiers au téléphone, ils sont jamais disponibles. Ils ont un site internet qui est tout pété. Enfin, bon, tu sais jamais trop. T'envoies un email, ils te répondent 3 ans plus tard. Et puis ensuite, après, t'as une autre entreprise de plomberie qui est du tac au tac, qui te répond sur WhatsApp. Quand le plombier arrive, il est directement équipé d'un iPad, donc il a déjà tout le bon d'intervention. Tu signes le bon d'intervention à la fin. Quand il faut changer une pièce, il a directement le catalogue. Donc l'information va beaucoup plus vite en fait. Et en fait, c'est ça pour moi. En fait, chaque entreprise a un potentiel de digitalisation. Déjà, digitalisation des activités existantes en fait. On peut reprendre cette entreprise de plomberie, la façon dont elle travaille
est-ce qu'elle peut augmenter un peu les interactions ou augmenter la vitesse grâce au digital. Et ensuite, derrière, une fois que ça déjà c'est fait, on peut préfigurer carrément des nouveaux usages, en fait. Et ces nouveaux usages, notamment, voilà, quand on parle des objets connectés, là, tu peux t'imaginer que une entreprise de plomberie, ce serait beaucoup plus travailler dans la prévention des capteurs et faire de l'intervention, en amont, en anticipation, plutôt que faire que de la réparation. Donc ça, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, ceci, c'est observer ce que font tout le monde. Alors, ses concurrents en France, ou bien des entreprises similaires dans d'autres pays. C'est ce qui est assez rigolo avec le digital, c'est que parfois, il suffit juste de franchir une frontière européenne pour se rendre compte que tu as des gens qui font le même métier que toi, mais de manière complètement différente. Donc, allez en Belgique, allez en Espagne, allez en Italie, regardez comment les gens utilisent, des plombiers là-bas utilisent Internet. Alors, des fois, tu te rends compte que c'est pas mieux que chez nous. Puis des fois, il suffit un truc complètement différent. Là, je parle des applications de paiement. En France, on attend ça depuis longtemps. Moi, j'ai vécu 14 ans en Chine. J'aimerais tellement avoir un WeChat Pay pour la facilité d'usage. Quand est-ce que ça arrive? Paylib, c'est remplacé par Wero. Enfin, voilà. Et tu vas en Espagne, ils ont Bizum. Et Bizum, tu vas au Danemark. Et au Danemark, ils ont une application, alors, je sais plus le nom, mais extraordinaire. Et waouh! Il suffit juste d'y aller. C'est à 1 heure d'avion d'ici. Tu peux y aller en train. Et c'est pour ça. Donc, l'observation, juste à l'international. Bon, moi, c'est mon profil, hein, j'aime bien voyager. Mais j'aime bien m'intéresser à ce qui se passe en dehors de France parce que, pour moi, la France, c'est aussi un carrefour des cultures. C'est un enrichissement constant. Il faut aller chercher ce qui se passe à l'étranger. Donc, voilà. Voyager. Bah, très bien, on note. Et puis il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu disais dans ton exemple de plombier tout à l'heure. En fait, on parle souvent de l'expérience économie, le fait de pouvoir apporter une expérience effectivement du début à la fin digitale qui soit bien rodée. Donc effectivement, on te trouve sur Google My Business, effectivement on contacte directement sur WhatsApp en fonction de ton site internet et du moyen que tu pousses. Le fait d'avoir vraiment une expérience, du début à la fin, qui soit bien pensée, bien rodée, ça fait la différence. Alors, t'as l'expérience, et puis après, c'est assez marrant parce que j'en ai encore parlé récemment dans un cours. C'est ce qu'on appelle les moments of truth, les moments de vérité. Et Google en avait pas mal parlé quand eux, ils avaient introduit leur position dans ces moments de vérité. Les moments de vérité, c'est un concept marketing qui a été développé avant l'université. Le premier moment de vérité, c'est lorsque tu vois le produit. Et le deuxième moment de vérité, c'est quand tu commences à l'expérimenter. Donc, typiquement, tu vas acheter une Tesla quand tu la vois en vrai. OK. Et puis, quand tu te mets à la conduire, ça y est, tu la conduis. Enfin, tu l'as pas encore acheté, mais c'est les moments de vérité. Et Google te disait, nous, on est le zéro moment, le moment de vérité zéro. On arrive avant le deuxième, avant le premier. On est le moment zéro, en fait. Et donc, quand on entend parler du truc, et les gens viennent nous chercher sur Google. Et là, Google, c'est en train de se faire remplacer par des TikTok, par tout ce qui est les applications vidéo qui se posent beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que TikTok, c'est une première expérimentation qui est déjà extrêmement forte en fait de n'importe quel produit. Et on regarde tous, on passe tous énormément de temps sur YouTube à regarder tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet parce que la vidéo, c'est une expérimentation déjà extrêmement forte et qui, nous, ça nous intéresse en marketing ensuite. Quand un premier moment de vérité, donc le moment zéro, mais qui est fait avec la vidéo, ça te permet de carrément sauter plusieurs étapes et d'aller directement à l'achat, en fait. Et on s'est tous fait quasiment des achats d'impulsion après avoir vu des vidéos en disant tiens, ça c'est vraiment le truc dont j'ai besoin, quoi. Et t'as vu la vidéo qui est bien tournée, donc c'est clair. Et puis là encore aussi, ça s'inspire aussi justement de quelque chose qui est très tendance en Chine avec le live shopping justement qui pousse à la vidéo, qui permet Alors les live streaming, moi c'est quelque chose qui me fascine. Je me pose des questions pourquoi ça marche pas encore ici. Et bon après je sais pas si j'ai des éléments de réponse, mais le live shopping c'est vraiment marrant parce que moi j'ai grandi dans les années 80, j'allais en vacances chez mes grands-parents. Et c'est vrai que des fois, le matin, je regardais Télé-Shopping avec papy, tu vois. Et Télé-Shopping, c'était marrant parce que c'était, comment ça s'appelait, Pierre Bellemare et Maryse, ils présentaient des produits, tout ça. Et je voyais ma grand-mère, j'ai l'impression qu'elle parlait à la télé, mais bon, quand tu parles à la télé, mamie, tu te dis mon Dieu. Et c'est vraiment l'élément qui manquait, en fait, dans la télévision, parce que ça s'adressait aux spectateurs, mais il y avait pas d'interaction, il y avait pas d'échange, en fait. Par contre, c'était le même boulot. On faisait de la démonstration, la promotion, etc., etc. Là, le live streaming, moi, ça me fascine parce que tu peux avoir une véritable interaction.
Et en fait, la personne, toi, t'es devant ton écran, il y a quelqu'un qui est en train de live streamer, toi, tu balances un petit message, puis il répond, en fait. Parce que son job, c'est non seulement de faire la démonstration, mais comme il est en live aussi, ça rajoute un peu je vais pas dire un peu de piment, mais un peu d'excitation. Et là, là, j'étais à Shanghai il y a 2 semaines, et je vais chez Uniqlo, et ça me fait littéralement Uniqlo, ils ont leur studio de live streaming dans leur plus grosse boutique de Shanghai. Okay. Et tu vas le soir, de 20h à minuit, les mecs, on continue. Et D'accord. toi, tu passes derrière. Alors moi, je m'amusais derrière, je voyais le mec, je m'arrêtais. Alors forcément, comme je suis pas chinois avec ma tête de blanc, je regardais, je faisais un petit clin d'œil, il me faisait un bonjour, et puis je regardais live streaming, il disait bonjour. C'est rigolo, ça fait marrer. Et en fait, on se rend compte que ça permet de faire ressentir certaines émotions. Ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans la publicité. Je suis un ancien publicitaire. La publicité, c'est fait pour susciter une émotion. Une émotion, t'as vu une belle vidéo, tu ressens une émotion, t'es heureux, t'es triste, etc., etc. Et bien, en fait, le live streaming, moi, mon sens, c'est que ça fait parfois aussi sans ressentir une émotion. T'as l'impression d'avoir une émotion, une interaction. Donc, et quand l'interaction est satisfaisante, ça peut t'amener une certaine émotion. Et cette émotion, bien souvent, c'est un déclencheur d'achat. Et ça, c'est pour ça que le live streaming, je sais pas pourquoi encore ça marche pas. Alors, si après, je pourrais savoir aussi pourquoi. En Chine, tout est intégré. Dans le live streaming, t'as direct dans l'application dans laquelle tu fais du live streaming, t'as le paiement directement qui est intégré. Nous, on n'a pas encore ça ici. C'est vrai. On a TikTok, on peut faire du live, on a Instagram, on peut faire du live. Et au moment où il faut acheter, link in bio. Donc, le lien dans la bio, et donc tu sors, et toute l'expérience, elle est cassée parce que t'as cette nouvelle barrière. Faut appuyer sur le bouton, tu sors. Et donc, alors qu'en Chine, dans le live streaming, t'appuies littéralement sur le bouton, et là, tu peux dire, t'achètes, et tu continues le live streaming, en fait. C'est clair. Et là, tu fais, c'est bon, j'ai acheté. Une fois que t'as acheté, parce que eux, en face, ils font live streaming, ils voient les chiffres en direct, hein. Et tu t'envoies des likes, ouais, merci, j'ai acheté, super. Et après, ce qui est marrant, c'est comme ils font ça régulièrement, toi, tu reçois dans tes 24 heures ton truc, et le lendemain, et là, tu reçois, ouais, salut, pour hier soir, je l'ai bien reçu. Et ça continue, en fait. C'est assez marrant. Live streaming. Non, c'est clair, c'est clair. Non, mais super intéressant. Et alors, ce sera ma dernière question sur l'aspect digital. Après, on va parler un peu de toi. Ça, c'est très intéressant parce que on parle de plein de leviers, de plein d'astuces, de plein de tendances. Et je reviens sur notre marché français. Aujourd'hui, si on veut justement créer une belle expérience, susciter de l'émotion, quelle est la part quelle est la part d'accompagnement est-ce que c'est quand même important, tu disais de se former, d'aller chercher un peu à l'étranger. Est-ce que c'est important d'être accompagné Alors, former à l'étranger, t'as différentes choses. Hein. Moi, je crois beaucoup dans le voyage pour observer ce que font les gens qui ont la même activité que toi. Ils font à l'étranger. Ensuite, je pense aussi, il faut toujours aller retourner voir tes clients, retourner voir ses prospects et savoir exactement ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est vraiment les 2 piliers. T'as l'observation, comprendre comment ça fonctionne, voir si toi tu peux l'adapter d'une manière ou d'une autre ou pas. Donc évidemment tu peux te faire accompagner pour ça. Moi, ça m'arrivait de faire des retail tours. Donc j'avais recevé en fait des patrons de commerce de détail de France et de Belgique en Chine. Et puis le tout premier, je l'avais mis sur mon scooter. J'avais un scooter et j'ai emmené un grand patron sur mon scooter en Chine pour aller faire ses courses. J'ai dit, viens, on va faire nos courses. Je dirais pas son nom, mais c'était assez rigolo parce qu'on avait passé 3 heures ensemble. Je dis, je te montre comment je fais mes courses à Shanghai. Et ça, il faut continuer à y retourner. Alors, c'est peut-être pas la Chine, c'est peut-être ailleurs, mais chaque année, normalement, il faut se faire un petit voyage de découverte. Essayer de comprendre comment les gens qui font ton métier à toi, le font dans un autre pays ou dans un autre contexte. Hein. Et parfois, c'est un contexte différent. Hein. Tu peux être à Strasbourg, tu vas avoir ton collègue à Biarritz. Mais franchir une frontière, en général, c'est assez intéressant parce que là, il y a vraiment souvent, il y a des changements qui sont un petit peu plus importants. Donc, le voyage, la découverte. Et puis ensuite, il y a quelque chose auquel je crois énormément, c'est l'interaction en fait avec les clients. Alors, quand on parle de clients, c'est ses interlocuteurs, ça va être ses prospects, ses clients. Moi, j'enseigne beaucoup de marketing digital et quand je discute avec mes étudiants, j'essaie de voir aussi quel est le type de contenu qui leur permet en fait de pas s'endormir en cours ou leur permet de susciter l'attention. Et donc, la vidéo, j'essaie de mettre beaucoup de vidéos, j'essaie de mettre beaucoup d'interactions parce que c'est des choses. Et ces idées, en fait, ça part de l'observation. Quand tu fais un premier cours, tu vois que la moitié de la classe s'endort, et que t'alignes les slides de PowerPoint, tu comprends qu'à un moment, tu es en train de louper ta mission. Et donc, je pense que dans chaque métier, en fait, il y a ça, que ça soit un médecin, dès qu'il se met à bien expliquer, en fait,
la pathologie à son patient, le patient, il devient presque acteur en disant bah oui, je ne fais pas que souffrir. Si je comprends bien le problème, je comprends peut-être aussi, je comprendrai mieux les solutions, quoi. Donc il y a de ça et bah, moi ça fait partie des idées là que je voudrais explorer aussi, c'est de repartir des demandes clients ou bien parfois des frustrations rencontrées. Et on a plein d'exemples aujourd'hui de boîtes qui sont créées sur des frustrations d'utilisateurs de services. Bien sûr. Rester dans l'amélioration continue et toujours être ouvert. Ah ouais. Puis même avant même l'amélioration continue, simplement se partir d'un. J'adore parler de Doctolib. Doctolib pour moi on est en France. Alors je suis issu d'une famille quasiment entièrement dans le médical, donc j'ai été élevé dans le respect de la blouse blanche et la médecine à la française, le meilleur service de santé au monde, etc., etc. Et puis bah tu te rends compte qu'aujourd'hui c'est pas vraiment pareil, quoi. Et une boîte comme Doctolib, et ils se sont dit bah ok, on a un client, en fait c'est un patient, et le patient on se rend compte que son expérience client, donc son expérience patient, elle est pas très bonne. C'est déjà trouver un médecin, ensuite le joindre, ensuite prendre rendez-vous, etc., etc., le suivi. Et quand on y réfléchit, en fait, Doctolib, il part vraiment de cette frustration de l'utilisateur du service de santé français aujourd'hui. Je connais pas vraiment, hein. Je suis persuadé que tous les jours, il rencontre en fait des patients pour essayer de comprendre quelles sont leurs frustrations. Il se dit, est-ce qu'on peut pas transformer cette frustration en un service chez nous qui s'ajouterait aux autres services qu'on a déjà créés. Écoute, merci beaucoup. Et encore une fois, tu me fais une transition parfaite sur la prochaine partie. Dis-moi. Xavier, tu vas démarrer un nouveau projet dans le médical. Un sujet qui te tient à cœur. Alors, c'est des sujets qui me tiennent à cœur parce que absolument, je peux t'en parler. Moi, dans mon passé, ma récente vie, je suis pas vieux, pas jeune, mais j'ai démarré ma carrière dans le marketing médical et notamment dans les équipements médicaux. Donc je vendais des équipements médicaux français en Chine et j'étais au contact en fait de concurrents chinois. C'était des choses qui me fascinaient assez et par quoi? Parce que la Chine est le premier producteur de matériel, d'équipement médical au monde. C'est un marché qui est extraordinaire par rapport à ça et on trouve absolument de tout. Alors vendre des équipements français à l'époque là-bas, c'était un peu présomptueux. Pourquoi? Parce que en fait, on se rendait compte que c'est un pays qui était 10 pays en un. T'avais des différences énormes. Certaines régions qui pouvaient potentiellement prétendre avoir besoin de notre produit. Sur d'autres régions, on était bien trop avancé. Et je pense que j'étais arrivé peut-être un petit peu trop tôt pour vendre le produit dont j'avais la charge de la vente à l'époque. Et mais c'est toujours une idée qui m'est restée qui me trotte dans la tête. Et aujourd'hui, c'est marrant, en discutant avec des professionnels de santé, je me rends compte que certains d'entre eux sont en train de casser certaines barrières. On a l'impression qu'ils vont toujours se fournir chez les mêmes. Sauf que dans le système de santé français, aujourd'hui, les charges commencent à devenir assez importantes. Le prix de la consultation n'augmente pas. Et donc, quand on veut pas que son dentiste devienne un comptable, ce serait bien qu'on lui faciliter simplement ses achats, en fait, et qu'il n'ait pas à compter son argent et se rendre compte qu'il peut être déficitaire parce qu'il veut simplement se fournir comme il faut et avec du matériel de qualité. Et donc, c'est des observations que j'ai faites, littéralement, discutant avec des professionnels de santé qui te disent qu'ils commencent à aller s'équiper sur AliExpress, aller s'équiper sur d'autres sites assez intéressants, donc des sites directs fabricants. Alors toi, tu dis, si je m'équipe direct chez le fabricant, je vais chercher directement du fromage à la fromagerie. Ok, je vais chercher directement des légumes chez le fermier. Ok, je vais chercher directement de l'équipement médical dans l'usine en Chine. Ouais, mais en fait, il faut certains garde-fous en fait. Et moi, ce que je voudrais faire aussi, c'est essayer de trouver un entre-deux entre ces espèces de mastodontes mondiales de l'équipement médical qui pratiquent des prix qui commencent vraiment, littéralement, parfois à casser des vocations. On a beaucoup de professionnels de santé qui sont en train de se dire que financièrement, c'est un métier où il faut passer beaucoup de temps à faire de la gestion, alors que beaucoup de professionnels de santé, ils veulent soigner en fait au départ. Et moi, je l'ai vu dans ma famille. C'est le poids de la gestion peut être extrêmement important. Le poids de la gestion administrative, le poids de la gestion financière d'un cabinet, de l'équipement. Et puis après, éviter aussi qu'ils se fournissent un peu n'importe comment
sur des plateformes sur lesquelles qui au départ sont pas faites pour aller acheter de l'équipement médical. Donc AliExpress, je sais pas ce que vous achetez sur AliExpress, mais si vous savez que votre médecin va chercher ses tire-langues sur AliExpress, on peut se poser des questions. Donc moi je vous trouve un espèce d'entre-deux, et l'idée que j'ai en fait, ce serait de pas mal discuter avec les professionnels de santé un peu plus en profondeur, faire quelque chose un peu participatif en fait. Donc l'histoire de trouver sa communauté, et puis un peu d'aller les représenter, d'aller chercher en fait les meilleurs produits pour eux, et de se dire en fait je vais aller sourcer pour vous, puis aussi en fonction de vos demandes, s'il y a vous entendez parler de nouveaux produits ou bien de nouvelles techniques, est-ce que je peux pas vous aider à trouver la meilleure usine en Chine qui est capable de vous fabriquer ce produit-là, et on va travailler ensemble par rapport à ça. Donc c'est un des projets que j'ambitionne de faire parmi mes différentes activités. C'est très bien, et puis c'est aussi un projet qui te ressemble, parce que c'est le médical, tu baignes dedans depuis que t'es petit. Comme Astérix. Comme c'est ça, tout à fait. Je suis petit. Je suis tombé dedans depuis que je suis petit. Je faisais mes devoirs à l'hôpital le soir. J'aime bien l'hôpital, moi. J'ai vécu dedans. Ouais, c'est ça. C'est des cliniques, mais moi, c'est pareil. Tout à fait. Et donc c'est super intéressant, et puis ça te permet d'allier une autre de tes nombreuses passions, qui est aussi donc le digital, hein. Absolument, ouais. Et du coup, comment est-ce que tu envisages d'utiliser le digital pour justement aider ses clients donc ces professionnels de la santé? Pour moi, il y a un truc. Alors, je suis passionné de marketing digital. Je pense que maintenant, ça commence à s'entendre depuis le début de notre interview, mais non, je suis vraiment passionné en fait de ces interactions qu'on peut avoir, et encore plus depuis que tout le monde a un téléphone portable branché à Internet, ça décuple les possibilités. Et moi, il y a vraiment cette invention du 20e siècle, 20e siècle, qui me semble fascinante, celle du QR code. Et peut-être quelqu'un de bizarre, mais j'ai développé une passion pour le QR code, sa façon de fonctionner et la façon dont on peut l'utiliser nous au quotidien. Et par exemple, tu vois typiquement l'équipement médical, tu vois apparaître l'usage du QR code, un QR code sur une machine en fonction de qui va la scanner, si c'est l'infirmière qui va l'utiliser, si c'est le patient qui veut comprendre, etc., etc. Les possibilités sont multiples. Donc moi j'ai une passion. Par contre, la frustration que j'ai, et que je pense qui est peut-être partagée par certaines personnes autour de moi, c'est que c'est pas très bien compris comme technologie. Pourquoi ? Parce que c'est devenu populaire pendant le Covid. Ça rappelle des temps qui sont un peu compliqués pour tout le monde. Et donc quand il fallait générer son QR code pour sortir, tout ça, politiquement, il y a encore un gros sujet derrière tout ça. Alors qu'en fait, le QR code, c'est comme, pour moi, c'est comme le téléphone il y a une centaine d'années, en fait. Ça met en relation des gens, ou ça met en relation une personne qui a un téléphone capable de scanner avec de l'information qui peut être nécessaire pour lui. Donc il y a différentes choses qui arrivent. Moi, je voudrais populariser l'usage du QR code. Je voudrais un peu le démystifier aussi. Je travaille sur un projet qui s'appelle Docteur QR Code, dans lequel en fait, je voudrais aider tout le monde à comprendre mieux comment ça fonctionne, expliquer que il n'y a pas énormément de risques à utiliser un QR code, bien au contraire, que tout le monde peut le faire aussi, parce que tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui, que c'est quelque chose qui est d'assez répandu, et puis surtout que c'est quelque chose qui peut nous emmener très loin, qui va nous emmener très loin d'ailleurs à partir de 2027, parce que si je prends n'importe quel produit qui contient simplement un code barre comme celui-là, en fait, ce code barre en 2027, il va commencer à être remplacé par un QR code. Et ce code barre qui est actuellement lu uniquement par une machine, souvent c'est la machine d'encaissement, le QR code, ça pourra être lu par et la caisse, et les gens qui gèrent la logistique, et le client final aussi, et les gens qui font l'inventaire, etc., etc. Et normalement, le QR code, il va être unique à chaque produit aussi. Donc, en termes de traçabilité, tu vas avoir quelque chose qui va être assez, assez fascinant. Et donc ça arrive en 2027. J'ai l'impression que personne le sait en fait. Et en fait, ça amène tellement de possibilités. Je me dis, ça serait dommage qu'on soit pas mieux informé. Donc ça, c'est un peu mon projet, mon projet longitudinal, parce que je me pose la question. Quand je vais en Asie, normalement, une personne normale, c'est 30 à 40 QR codes par jour qu'on scanne ou qu'on fait scanner pour du paiement, pour de l'information, etc. Ici,
c'est pas encore répondu pareil. Et j'essaie de comprendre aussi. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet de recherche que j'ai en tant qu'enseignant chercheur aussi. C'est pourquoi les QR codes sont pas encore assez populaires ici. Et je crois avoir la réponse, mais ça, je garde un peu le suspense parce que ça va prendre du temps pour y répondre. Et puis surtout, plus que d'y répondre, maintenant, je voudrais aussi, et non seulement y répondre, mais aussi aider à avoir la solution derrière pour faire en sorte que ça soit plus populaire. Bien sûr. C'est un super projet qui a plein de sens et plein d'opportunités avec tout ce que ça ouvre. De toute façon, on mettra en description ton blog et Docteur QR Code. Tous tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te suivre et suivre l'avancée de tout ça. N'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, grand plaisir toujours de partager des questions ou discuter de solutions aussi, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui, je sais pas, ça peut aider vraiment tout le monde. Le QR Code, ça peut vraiment aider. Je suis assez fasciné. Bon, alors j'ai encore quelques petites questions pour toi. Si tu étais une petite entreprise locale et que tu devais du coup commencer à zéro, justement ton aventure digitale, Excellente question. Qu'est-ce que tu mettras en place, par quoi tu commences? Excellente question. Ça me fait penser en fait quand je vais en vacances chez mes parents en Picardie, et une nouvelle boulangerie qui a ouvert en fait, et j'essaie d'observer un peu de loin ce qu'ils font, et la question qu'on se pose en 2024, c'est que avoir un site internet, c'est la chose la plus importante à faire pour exister. Alors ça en fait partie, mais c'est peut-être plus la priorité aujourd'hui. Moi je pense qu'une présence sur des réseaux sociaux comme Instagram ou comme TikTok, c'est extrêmement important. On n'a pas besoin de faire du face caméra, on n'a pas besoin de c'est le problème qu'on a un peu en France aussi, c'est qu'on se dit s'il faut que je fasse du TikTok, il va falloir que je me montre, il va falloir que, ou bien ça a l'air très compliqué, alors qu'en fait c'est devenu extrêmement simple de l'utiliser. Pas forcément nécessaire de se montrer dessus, mais montrer ce qu'on fait en fait. Montrer son produit fini, donc ça peut être un boulanger qui montre son pain, ça peut être un peintre qui montre la pièce qu'il a fait, ça peut être, et puis simplement dire si ça vous intéresse, ce genre de service vous intéresse, contactez-nous en fait. Contactez-nous, et je pense qu'en fait une présence sur les réseaux sociaux, sachant que des réseaux sociaux comme TikTok, comme Instagram aujourd'hui, ça utilise aussi beaucoup la géolocalisation, et donc tu peux réaliser une vidéo en disant voilà, j'ai réalisé la vidéo, je suis dans cette ville, et il y a pas mal d'autres personnes qui font des recherches par ville, ou bien tiens, je cherche un plombier à Reims, si toi t'es le seul plombier à Reims qui fait de la vidéo de plomberie à Reims, il y a peut-être un peu de chance que tu reçois déjà un contact qui soit déjà extrêmement qualifié. Les gens qui vont te contacter, en général, ils te contactent directement parce qu'ils t'ont vu faire un truc. Donc toi, limite, ça te facilite presque encore un petit peu plus le boulot quand t'es le plombier en question. Donc non, moi, le but du jeu, je crois que il faut quand même commencer par les réseaux sociaux. Alors se faire accompagner aussi, littéralement. Il y a plein d'agences qui peuvent, je pense, aider tout le monde. Et je pense que tu en fais certainement partie. Et essayer de démystifier cet usage, de le rendre beaucoup plus simple, et se dire en fait, quand tu commences par un usage simple des réseaux sociaux, c'est quelque chose aussi qui derrière on s'en rend pas compte, mais qui se construit au fur et à mesure. Si t'es plombier, si t'es boulanger et que tu fais une vidéo tous les 2 jours pendant 1 an, à la fin tu te retrouves avec 170 vidéos, t'as peut-être présenté les 170 produits que tu vas prendre dans l'année, et sur 3 ou 4 ans, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que tous les clients de ta galette des rois, pour cette année, ils vont se rendre compte que tu es capable de faire une galette des rois, et ils se disent ouais, il a fait l'année dernière. Enfin, comment dire, je sais plus comment l'expression anglaise, mais il y avait une expression anglaise, mais en fait le fait que ça additionne au fur et à mesure en fait. Et les réseaux sociaux, pour ça, c'est vraiment parce qu'un site internet, t'arrives pas à montrer en fait, t'arrives pas à savoir depuis quand t'existes, t'arrives pas, à moins que tu le dis de manière déclarative. Alors évidemment, il faudra en avoir un, mais aujourd'hui, le site internet, il faut que ça soit minimal, une page et qui renvoie vers tes réseaux sociaux pour montrer si t'es bien vivant, parce que la plupart des personnes aujourd'hui, on va vérifier si cette entreprise est bien vivante pour voir c'est quoi son dernier post, il date de 2020, ils ont peut-être coulé depuis, tu vois. Son dernier post, il date d'il y a 3 jours, non, c'est qu'ils existent encore. Et donc ça, faut pas hésiter à en faire. Donc après, si on sait pas par où commencer, se faire accompagner, il y a des gens très bien qui peuvent accompagner toutes les entreprises qui se lancent ou qui désiraient se lancer. Totalement. Voilà. Puis de toute façon,
c'est aussi ce qu'on propose aussi chez moi, hein, ça accompagne toutes les entreprises dans leur aventure digitale à n'importe quel moment, justement cette aventure. Donc, totalement. Et pour revenir un peu enfin sur les nouveaux usages, les nouvelles tendances. Tout à l'heure, on l'a mentionné un peu. On parlait de justement des nouveaux moteurs de recherche, de la potentielle fin de Google avec ChatGPT 4 connecté sur Google, ou encore TikTok justement, qui est le moteur qui devient moteur de recherche des jeunes. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça, le moteur de recherche des jeunes. Ouais. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout simplement de cette tendance? En fait, la tendance, il suffit de discuter avec les gamins entre nous aujourd'hui. Alors je dis gamins, c'est affectueux quand je dis ça, parce que moi j'ai mes propres enfants qui ont moins de 10 ans, ils sont pas sur TikTok, et pas envie qu'ils y soient tout de suite, mais ils sont déjà assez sur YouTube. Je vois les adolescents, je vois mes étudiants en cours en fait, et l'usage de la vidéo est extrêmement important en fait. Alors, on peut toujours se poser des questions, est-ce que c'est toujours le meilleur usage de la vidéo? On se fait tous fondre le cerveau un moment de temps en temps, hein, sur TikTok, sur YouTube. Par contre, on peut recevoir tellement d'informations utiles, et ces informations, idéalement, il faudrait qu'on soit tous créateurs de contenu vidéo. Et quand on crée ce contenu vidéo, moi, c'est quelque chose qui me fascine, en fait, parce que des exemples, il suffit de discuter avec des gens autour de soi, on peut en avoir rapidement. C'est parfois quelqu'un qui a fait une vidéo, cette vidéo, elle a peut-être 180 vues au bout de 3 ans, quoi. Et tu le sais pas, mais cette vidéo, elle a peut-être aidé 2 personnes. Elle a aidé 2 personnes, et ces 2 personnes, en fait, qui viennent ensuite, qui un jour te contactent en disant, mais je me rappelle cette vidéo. Moi, ça m'est arrivé une fois, hein, en utilisant Twitter. J'utilise Twitter depuis 15 ans. Pas toujours de la meilleure des façons, parce que je parle beaucoup de football dessus aussi, mais toujours dans le respect, parce que je suis pas non plus, je suis pas un fanatique non plus, mais et c'est marrant parce que j'essaie toujours j'avais lu en fait un jour un blog de Seth Godin qui disait si t'as rien à dire d'utile, ne dis rien. Et donc j'essayais d'être utile, de poster des trucs utiles. Tiens, je voyais un lien, je le repostais, et je me fais aborder dans une réunion il y a 5 ans en Chine, avec un entrepreneur français qui me dit, mais je te suis sur Twitter depuis 10 ans, en fait. C'est vrai? Ouais, tu postes toujours des trucs intéressants, et moi, je pensais que ça pouvait servir, mais c'est la première fois que tu dis, ah ouais, en fait. Et c'est pour ça que, bon, après, en fonction du temps qu'on a aussi, c'est pas toujours simple, mais poster des choses, et aujourd'hui ça va vite en fait, ça peut aller vite. Créer une vidéo, ça a été rendu extrêmement simple par les Snapchat, les TikTok, les Instagram, et donc il faut le faire, pas hésiter à le faire par rapport à son boulot. Alors évidemment, on va demander à un médecin de filmer ses patients non plus, on va pas demander à je sais pas, un directeur financier d'expliquer les chiffres de sa propre boîte, mais montrer parfois les petits trucs de son job, tu vois, c'est assez intéressant. Moi, quand je rencontre d'autres intervenants dans différentes écoles, j'aime bien échanger sur les petits trucs pour garder l'intérêt des étudiants. Quand je rencontre d'autres consultants dans la pharma, j'aime bien savoir quels sont les logiciels de présentation qu'ils utilisent, ou bien sur quel cas ils sont intervenus, est-ce qu'ils en ont... Et ça, c'est le petit échange trucs et astuces, pour moi, c'est quelque chose qui peut vachement porter, et on s'en rend pas compte, mais tu vas pas aller chercher une efficacité dans la quantité de données, la quantité de vues que tu vas avoir. Ouais, j'ai fait 1 million de vues. Et parfois, tu te dis, j'ai fait 200 vues, mais j'ai des 2 personnes. Le ratio d'efficacité est quand même vachement important, en fait. Donc, si tu as 2 personnes sur 200 vues, et moi, c'est pour ça que je conseille à tout le monde, en fait, d'aujourd'hui, de devenir créateur de contenu. Et essayer. Il faut essayer. C'est sûr, c'est sûr. Et encore une fois, tu me fais une transition parfaite sur ma toute dernière question. Je pense qu'on l'a pas mal abordé tout à l'heure de ce podcast. Tu l'as pas mal abordé, mais si tu devais sortir 3 conseils phares pour aider, selon toi, les plus pertinents dans leur aventure digitale, qu'est-ce que tu donnerais? Moi, c'est des conseils phares que je donnerais parce que je me suis pas toujours appliqué, ou parfois je me suis appliqué un petit peu tard. S'il y avait déjà un premier conseil, d'arrêter de dire et de faire. Et venant d'un prof qui parle beaucoup, je peux te dire que parce que je pense que c'est pratiquer ce qu'on dit, en fait. Pratiquer ce qu'on dit. Moi, c'est aussi pour ça que je me relance dans une aventure en parallèle, parce que c'est bien d'en parler, c'est bien
motiver tout le monde, puis à un moment aussi envie de repasser à l'action, parce que quand tu passes à l'action, c'est vachement important. Donc si je vous dis de créer du contenu, moi je crains de commencer à créer du contenu et que on va pas que faire du contenu, on apprend plein de choses en faisant du contenu. Ça, c'est le premier des conseils. Un conseil qui est proche de ça, hein, du faire plutôt que de dire. Et moi, c'est quelque chose qui m'a, je sais pas si c'est sauvé, mais qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller rencontrer les gens. Donc, quand je dis créer du contenu, faire du podcast, ça te pousse à créer le podcast, puis ça te pousse à contacter des gens, leur demander. Il y a toujours le risque qu'on te dise non, mais qu'est-ce que tu risques? Alors, à part le fait qu'on te dise non. Non, tu risques rien en fait. Et moi, je me rappelle de me retrouver une fois à gérer une agence qui n'était pas en très bonne situation et là, je me suis dit, si j'ai plus d'argent pour payer les gens, que j'ai pas de projet, il faut que je me mette en mode commando et j'allais faire du business moi-même. Et je suis parti rencontrer des clients potentiels et je faisais ça 2 jours par semaine à temps plein. Comme on n'avait plus d'argent, il n'y avait personne pour le faire, donc il fallait que j'y aille. Et j'avais pas resté le cul dans mon bureau sur ma chaise parce que envoyer des emails, passer du temps sur LinkedIn, c'est bien. Mais après, il faut y aller en fait. Il faut aller. Donc ça, c'est toujours aller à la rencontre des gens. Pour moi, c'est vachement important. Et donc, ces gens, ça peut être des gens qui vont t'aider, des fournisseurs et des clients, etc. Donc, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Mais c'est vraiment par ces rencontres et cet échange d'expérience. Et c'est aussi de comprendre, toujours avoir cette espèce d'esprit de compréhension. Pourquoi certaines personnes font ça, tu vois. Moi, quand je discute avec des professionnels de santé qui t'expliquent pourquoi ils achètent du matériel médical sur AliExpress, tu réalises, puis tu te mets à leur place. Tu te dis, ah oui, pourquoi ils font ça? Donc ça, c'est vraiment important. Donc, se mettre rencontrer des personnes. Et puis après, s'il y avait un troisième conseil à donner, en digital, c'est un conseil ultime, qui est vraiment issu de mes années d'expérience en Chine et quelque chose que le plus difficile qui a été à faire, c'est de réussir à convaincre mes parents par rapport à ça, c'est d'aller à fond vers l'évolution technologique. Alors, je sais bien qu'en France, on a peur, les pirates, la cybersécurité, tout ça, ouais. Mais non, allez-y à fond, quoi. Faut acheter le dernier iPhone, faut mettre à jour votre iPhone, faut aller faire toutes les mises à jour constamment. Dès qu'il y a un nouveau réseau social qui sort, il faut sauter dessus pour essayer de comprendre, etc., etc. Parce qu'à force de reculer, en fait, on prend un retard phénoménal et moi, c'est marrant parce qu'en fait, les gamins, ils le font pas. Eux, ils le font. Dès qu'il y a une nouveauté, ils y vont, en fait. Et je sais pas ce qui se passe entre le moment où on a 16, 17 ans, donc plein d'enthousiasme, on y va. Et puis au moment où on a 25 ans, on devient un peu un daron, puis non, j'ai fait attention. Non, faut continuer. Et ça, c'est quelque chose en Asie. Je sais pas pourquoi. Tous les gens sont toujours prêts à y aller, ils y vont, tout. Et ici, c'est, non, on a l'impression qu'on a le frein à main, alors que, croyez-moi, ça va vous sauver. Et constamment se concentrer vers la nouveauté. Et puis, il y en a qui sont plus ou moins excités. Moi, je fais partie des gens que ça excite aussi, dans le sens où ça me garde aussi un peu en éveil. Quand on fait de la veille, justement, ça permet toujours. Mais non, ça, c'est vraiment important. Donc, je sais pas si je dois tout résumer, mais c'est les rencontres. Ça, c'est vachement important. Toujours se diriger vers l'avenir aussi, et puis faire plutôt que de dire, en fait. Donc on rencontre et on se projette vers l'avenir. C'est la meilleure façon pour moi d'envisager le digital. Et si on le fait, après, je pense que naturellement, on a toutes les cartes en main pour réussir. C'est vrai que c'est la meilleure façon dans l'aventure. Xavier, merci beaucoup. Arnaud, merci beaucoup pour tous ces apprentissages. Et pour toute la valeur que tu nous apportes aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Et merci à l'équipe pour la réalisation. Merci aussi à l'équipe, effectivement, pour la réalisation. On va mettre toutes tes informations de contact, comme je le disais tout à l'heure, en description. Je me cache pas. Vous pourrez me retrouver sur Google. Et puis, si je peux aider à un moment à débloquer, moi, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez me suivre dans mes projets aussi, en discuter, et plein de choses. Moi, j'aime bien garder plusieurs choses en même temps et parce que intellectuellement, c'est assez enrichissant. Et puis les rencontres. Donc, si je conseille à tout le monde de rencontrer, moi, je me cache pas. Si vous voulez venir me rencontrer, n'hésitez pas. Ça me fait plus que plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Xavier. Merci Arnaud. À très bientôt. Ciao. Ciao.